Merci de vous connecter pour suivre ce numéro de l'Intelligent Club sur l'Intelligent TV. Thiam radié de la liste électorale, la nouvelle est tombée ce soir. Pâques 2025 à l'heure du bilan de la célébration. Dette ivoirienne, les chiffres de Stanislas Zézé en question. Enfin, séjour à Abidjan d'un émissaire de l'ONU, que faut-il retenir? Voici les faits d'actualité qui seront développés dans quelques instants avec nos deux chroniqueurs sur ce plateau, Soro Djabiga et Jean-Richard Nguessan. Jingle et on revient pour le décryptage. L'on a appris cet après-midi du mardi 22 avril que le président du PDCI RDA a officiellement été écarté de la liste électorale sur décision de la justice ivoirienne au terme d'un procès suite à une audience qui a été motivée par des plaintes portées contre lui par un certain nombre de plaignants, une vingtaine, dont certains qui font partie du RHDP au pouvoir. Alors justement sur la question, les avocats du concerné se sont prononcés à l'issue de l'audience. Et dans cet élément, ils nous expliquent les contours de ces décisions et ce qu'elles impliquent. On va les écouter et on revient pour en débattre sur le plateau. Copie du registre d'état civil européen, le ECE, où on déclare toutes les personnes qui sont nées françaises. Cette déclaration a été faite par son père, M. Amadou Thiam, qui était lui-même français à cette époque, et c'était sa seule nationalité. Il a déclaré son fils en tant qu'enfant français dans ce registre. Pour la petite histoire, je tiens à vous dire que, contrairement à ce que les gens font croire, avant 1960, tous les Ivoiriens n'étaient pas français. Ils étaient en griffe indigène et après ils sont devenus Ivoiriens. Et nous avons ici ce qu'on appelait le registre des indigènes qui enregistrait toutes les personnes qui ne sont pas européennes dans ce registre. Par la suite, ce registre a été appelé le registre central. Parce que le mot indigène était un mot qui était un peu indigne pour nous, les Ivoiriens, et je tiens à le dire. Et donc, M. Tidiane Thiam est né français, et j'ai produit aujourd'hui la preuve de son registre de 1962, et je tiens à dire merci à Dieu, parce que ce registre-là n'a pas brûlé. Beaucoup de registres sont brûlés à la mairie du plateau, mais celui-là n'a pas brûlé. Et ce registre-là, il est tenu de façon identique en France, à Nantes. Donc, la même copie du registre que nous avons ici aux archives au plateau, elle se trouve également à Nantes. Et il est bien inscrit par la place numéro 394 en tant qu'enfant français. Et donc, l'article 48 ne lui est pas applicable. Je pense que nous allons laisser la latitude à Madame le Président de prendre sa décision souverainement, mais nous donnons notre position sur ce point-là. Et j'ai posé la question à un juriste, un avocat, dont je ne donnerai pas le nom, qui a fait beaucoup de publications sur le président Thiam pour dire qu'il avait perdu sa nationalité, qu'il serait même spécialiste du droit étranger. Je lui ai posé simplement la question de savoir, est-ce que pour toi, l'article 48 peut être appliqué à une personne qui est née française? Il m'a répondu clairement, l'article 48 ne peut pas être appliqué à une personne qui est née française. Et à moi de lui répondre, c'est le cas du président Thiam parce qu'il est né français et de lui... Jean-Richard Nguessan, on vient donc d'entendre Rodrigue Dadje. C'est vrai que ce n'est pas l'élément qu'on avait annoncé, donc les explications de l'avocat du président du PDCI à l'issue de l'audience, mais tout de même commentons ces propos de maître Rodrigue Dadje qui explique les arguments avec lesquels le conseil de M. Tidiane Thiam est allé défendre son cas aujourd'hui au palais de justice d'Abidjan Plateau. Quelles sont vos impressions donc, suite à cette déclaration que l'on vient d'entendre? Vous savez, entrer dans des interprétations juridiques reste par moments assez complexe. Mais au regard de cette décision qui est tombée et qui fait la une de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale, on a plus ou moins un pincement au cœur parce que quoi qu'on dise, pour certains c'est la démocratie qui reste piétinée et Tidiane Thiam, quoi qu'on dise, reste le champion du PDCI RDA. On a vu les chiffres aux sorties de la convention et quelques jours plus tard apprendre malheureusement qu'il n'est plus sur la liste électorale. Je pense que c'est véritablement dommage et je pense que c'est les partisans ou les militants encore du PDCI
estiment qu'ils sont, pour la plupart ce soir, sont un tout petit peu froissés. Mais on espère que la situation va s'améliorer pour ce parti-là et il y aura pourquoi pas un changement, il y aura un autre champion, on l'espère véritablement. Soro Djabiga, avant d'en venir, est-ce que la régie est prête pour nous faire passer l'élément qui avait été annoncé initialement, celui des avocats, si donc peut continuer donc avec Soro Djabiga pour son analyse sur les commentaires de Maître Rodrigue Dadji. Si le premier élément est prêt, on peut y aller. Il est né français, il est né de parents français. Et donc il est né français. Et s'il est né français, l'article 48, il n'y a pas l'article 48, la concerne ivoirien. Bon, nous n'avons pas été surpris. Cette série d'insignations à la justice du PDCI donnait déjà les couleurs de cette situation que nous vivons ce soir-là. Et au niveau du PDCI, la base militante et tous les cadres, le bureau politique, tout le monde est dessus, tout le monde est affligé par cette situation-là. Et Maître Rodrigue Dadji l'a dit, il a dit que Tidjane Thiam n'est pas sous le coup de l'article 48 et il a fourni des preuves, des éléments de preuves qui attestent que Tidjane Thiam est né français. Logiquement, il ne devait pas être frappé par cette décision-là. Malheureusement, la décision est tombée. Aujourd'hui, c'est Tidjane Thiam qui est radié de la liste électorale. Hier, c'était Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Bleu Goudé. Pour ma part, je pense que c'est une exclusion de trop dans un processus électoral qui est déjà frappé par plusieurs suspicions. Cette décision apparaît comme une manœuvre politique pour certains observateurs, mais elle ravive encore les inquiétudes sur des tentatives de manipulation de l'appareil judiciaire pour pouvoir disqualifier certains candidats. Parce qu'il faut dire que Tidjane Thiam incarne aujourd'hui le véritable, sinon le principal challenger du pouvoir en place, de par sa qualité, sa statut international, tout ça. Il est un potentiel candidat qui inquiète. Et nous sommes tentés de croire que le pouvoir en place a peut-être peur d'affronter un candidat comme Tidjane Thiam. Voilà pourquoi toutes ces manœuvres-là aujourd'hui interviennent. Mais il ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas tout de suite penser au pire. Parce que le PDCI et Tidjane Thiam pourraient capitaliser sur cette situation-là. D'abord, Tidjane Thiam, en se faisant passer, sinon en passant pour la victime d'un système politique qui veut l'éliminer avec des manipulations antidémocratiques. Le PDCI également pourrait capitaliser sur ce réveil-là en mobilisant sa base militante, la communauté nationale et internationale, autour d'un discours de revendication populaire. Donc je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer de revendiquer avec les moyens démocratiques encadrés par la loi dont on dispose. Parce que quand on est citoyen aussi, on respecte les lois de son pays et on préserve la paix dans son pays. Absolument. Là, on me signale donc à l'oreillette que l'élément en question est prêt. On va le suivre et revenir pour poursuivre le débat. La nationalité française et quand l'application de l'article 48 de la nationalité, il n'était plus ivoirien au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale en 2022. Donc c'est sur cette base-là qu'elle a donc ordonné sa validation. Mais et les éléments qui ont été sortis par son avocat, notamment son extrait de naissance au niveau de la Côte d'Ivoire et celui au niveau de la France? Oui, il y a ces éléments qui ont été présentés et sur les éléments, notamment de l'avocat, pour dire qu'il est né ivoirien, il est né français, il est né de parents français. Et donc il est né français. Et s'il est né français, l'article 48, il n'est pas applicable parce que l'article 48 là concerne l'ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère. Le juge a estimé que les pièces produites, elle n'a pas vu la preuve qu'il est né français. Pour elle, à la lecture de ces pièces-là, il ne ressent pas qu'il est né de parents français. Après cette audience-là, est-ce qu'il y a un recours possible? Non. Là, c'est le contentieux de la liste électorale. Jean-Richard, les éléments avancés par l'avocat que nous venons d'entendre à l'instant rejoignent ceux précédemment évoqués par Soro Djabiga et Maître Rodrigue Dadji, à savoir que M. Thiam est né en qualité de citoyen français. Vous, votre avis là-dessus, parce que
L'on sait qu'aujourd'hui, on vient de le dire, hein, que ce soit vous ou encore Soro, que le PDCI est quelque peu dans l'émoi ce soir. C'est comme un couperet qui s'est abattu sur ce parti qui vient à peine d'élire son candidat, qui est aujourd'hui écarté de la liste électorale, donc systématiquement inéligible pour octobre 2025. Jean-Richard Nguesson, quelle peut être l'incidence directe que peut avoir cette décision sur le cours des événements en Côte d'Ivoire, notamment sur l'atmosphère électorale en cours? Vous savez, quoi qu'on dise, c'est une décision qui redistribue les cartes au niveau de... Qu'est-ce que je vais dire, de la classe politique même en Côte d'Ivoire, vu que le PDCI estime que son champion c'est Tidjane Thiam, et aujourd'hui la justice malheureusement estime que Tidjane Thiam ne peut pas être candidat pour l'élection présidentielle. Le PDCI est un parti pour ma part assez fort avec énormément de cadres. Le PDCI gagnerait pour ma part, j'estime, à essayer de revoir au niveau de ses cadres qui peut valablement représenter ce parti. Soro a parlé tantôt de victimisation. Le parti pourrait surfer sur ce mot, estimer que la justice est instrumentalisée. Et pourquoi pas, Tidjane Thiam peut soutenir ou porter une nouvelle candidature. Et l'appareil du PDCI étant un appareil fort, c'est un parti qui a plus de 70 ans aujourd'hui. C'est un parti qui a traversé bien de situations. Et je pense que c'est une situation qui arrive, qui fragilise, quoi qu'on dise, le parti, qui était dans une belle dynamique, qui fragilise aussi Tidjane Thiam, qui était dans une belle dynamique. Mais n'empêche que c'est un parti fort qui peut surfer sur cette situation pour se repositionner et repositionner un candidat pour les prochaines élections. Soro Djabeka, comment est-ce que vous entrevoyez la suite des choses? Tidjane Thiam aujourd'hui, qui de façon officielle ne peut plus compétir pour la présidentielle d'octobre prochain. Mais qu'est-ce que le parti pourrait faire? Est-ce qu'on va recourir systématiquement à un plan B pour trouver une parade pour remettre le parti en selle dans la perspective donc du scrutin? Ou bien on va se dire, on va s'accrocher à ce champion-là qui paraît inégalable en termes de profil dans le listing des potentiel cadre du parti et jouer sur la victimisation pour mener un véritable lobbying international, pourquoi pas, contre cette décision judiciaire. Merci, cher confrère. Votre question est inclusive parce qu'elle regroupe en même temps tous les éléments de réponse que je voulais donner. Il y a d'abord les moyens de pression à l'international que Tidjane Thiam pourrait exercer à travers ses lobbies et toutes ces relations dont il dispose. Dans un premier temps, je pense que le PDCI va d'abord poser un recours pour essayer de contester cette décision-là. Cela peut intervenir aussi. Or, quand on parle de moyens de pression, il faut compter aussi sur le parrainage dont dispose le PDCI, le parrainage au plan national d'abord et au plan international. Au plan national, aujourd'hui, le PDCI est un parti qui est déployé sur toute l'étendue du territoire national et cela date de très longtemps. Donc, je pense que le PDCI est représenté un peu partout. Le PDCI a un poids qui compte en Côte d'Ivoire. Au plan international, on vient de l'évoquer tout à l'heure, Tidjane Thiam aussi est beaucoup écouté, il a plusieurs entrées à l'international, donc il pense qu'il pourrait exercer ce moyen de pression-là. Maintenant, j'aimerais remarquer et rappeler aussi que le PDCI aujourd'hui se trouve dans la même situation que le PPACI. Hier, c'était Laurent Gbagbo qui était radié de la liste. Aujourd'hui, c'est Tidjane Thiam. Je pense comme le COJEP de Charles comme le COJEP et Guillaume Soro aussi. Donc, je pense que c'est l'occasion pour l'opposition de cristalliser leur union et de parler d'une seule voix. Ça pourrait accentuer la pression. Parce qu'aujourd'hui, sur l'institution, c'est-à-dire la CEI, où le gouvernement se retrouve face à une telle force qui rassemble le PDCI, le PPACI, le COJEP, Guillaume Soro et autres, je pense que leur voix pourrait porter et exercer une véritable pression sur le gouvernement qui va les inviter sur la table des négociations et enfin vider toutes les questions qui posent problème au processus électoral. Jean-Richard, la suite des choses, comment est-ce que vous la voyez? Monsieur Thiam avait coutume de dire, ou du moins il a dit au lendemain d'une première décision de justice qui visait donc à empêcher l'organisation du congrès qu'il a porté à la présidence du PDCI, que on ne, c'est vrai que ce ne sont pas les moussiques, mais je vais le paraphraser, on ne maîtrise pas les événements, mais on maîtrise la manière dont on gère les événements. Moi, je me dis que c'est une décision qui pourrait plus ou moins être préparée aussi du côté du PDCI RDA, puisque lorsqu'on part en justice, on sait qu'il y a eu plusieurs recours, il y a eu plusieurs dénonciations, on sait que les cas du RHDP ont dénoncé aussi sa présence sur la liste électorale, estimant qu'il s'est inscrit en 2022 et qu'à cette époque-là, il était français. Lorsqu'il y a toutes ces situations-là qui se présentent, je me dis que
l'idéal pour le PDCI aujourd'hui, c'est de préparer un plan B. Parce que le PDCI s'y attendait, parce que quand on a une avalanche de plaintes contre un seul individu, ça a commencé avec Dame Valérie Apo, ensuite d'autres personnes qui se sont levées dans l'anonymat pour porter plainte contre la présence de M. Tcham sur la liste électorale. Finalement, est-ce que le parti s'est préparé? Est-ce qu'il nous réserve quelque chose pour rebondir face à cette adversité-là? Est-ce que le PDC s'est préparé à cette situation? Je dirais oui et non. Parce que le PDC a organisé assez rapidement un bureau politique, une convention qui a porté le président Tcham comme candidat du parti. Est-ce que le PDC ici attendait? Je dirais oui, en quelque sorte. Parce qu'en mettant ou en proposant Tcham comme étant le potentiel candidat, le PDC avait pour objectif de freiner plus ou moins la justice dans sa décision. Mais malheureusement, la décision est tombée ce soir. Est-ce que le PDCI a préparé un plan B? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que Tidjane Tcham a véritablement envie d'aller à cette élection. Mais aujourd'hui, il a les mains plus ou moins liées. Est-ce qu'en cas d'une nouvelle révision de la liste électorale, il y a possibilité de réinscrire Tidjane Tcham sur cette liste-là? C'est à ce niveau-là qu'il faut avoir des négociation avec le pouvoir afin que peut-être que la RLE se fasse bien avant les élections afin qu'on retrouve le nom de Tidjane Tcham sur la liste électorale. Très bien, on va passer donc au second sujet de notre émission, Pâques 2025, à l'heure du bilan de la célébration. Beaucoup d'événements se sont déroulés durant ces quelques jours du week-end pascal. On en a eu de bons comme malheureusement des mauvais. On a notamment eu ici en Côte d'Ivoire la disparition de 13 enfants hier lundi dans le département de Dabou, dans le village de Tchahas, qui sont donc portés disparus dans un naufrage d'une pirogue. Et également de la même journée d'hier, une fillette de 3 ans a été tuée dans le village de Sinavesso, dans le département de Brobo, près de Boaké. On a le confrère Ernest Kouakou Saint-Bénéfice qui nous partage son bilan qu'il a fait de ces quelques jours de célébration pascale. On va l'écouter et on va revenir en plateau pour décortiquer ces différents faits qui ont marqué l'actualité. Et bien sûr, sans oublier le décès du pape François Ier qui dans quelques jours sera remplacé par un autre souverain pontife. La période pascale 2025 a été une période assez mouvementée. Bien évidemment, l'affluence dans les gares, beaucoup d'engouement vers l'intérieur du pays, ce qui a vraiment augmenté le risque d'accident et de drame comme on a pu le constater par endroits, notamment dans la soirée du 18 avril, on a pu enregistrer un accident sur l'axe Nziano-Tumodi, ce qui a bien évidemment occasionné quelques morts. Mais au-delà, ce qui a été encore la page noire de toute cette célébration 2025, c'est l'incident qui a frappé la localité de Dabou dans la journée du lundi. Bien évidemment, c'est au lundi de Pâques qu'on a pu vraiment enregistrer ce grand drame. On a vu un bateau motorisé se renverser au fond de la lagune avec tous ses passagers, dont on dénombre au total 17 personnes. Et jusque-là, selon les sources aux dernières nouvelles, 13 personnes restent encore introuvées, sans toutefois manquer de dire que ce péril a emporté aussi 4 gamins, ainsi que 6 jeunes et bien évidemment des personnes âgées, ce qui fait que bon, le lundi a été pour la Côte d'Ivoire, principalement pour le district d'Abidjan, une journée noire. Mais au-delà de la Côte d'Ivoire, au plan international, l'Église catholique a été aussi frappée par un deuil majeur. Il s'agit de la disparition du pape François, qui est un pape qu'on qualifie de pape assez proche de sa communauté, de tous ceux qui sont considérés comme la classe marginalisée et autres. Et on en veut pour preuve les adeptes du mouvement LGBT qui ont vu leur pouvoir être renforcés sous son pontificat, ainsi que de grandes décisions de réforme au sein de l'Église catholique, et pour dire que cette période pascale a été vraiment marquée par des nouvelles assez majeures.
Une fête de Pâques malheureusement tachetée de sang qu'on aurait certainement voulu tous éviter. Soro Djabiga, on va revenir avec vous sur les propos du confrère. Il a un peu fait le tour de tous ces événements malheureux qu'on a eu à subir. C'est vrai, il n'y a pas eu que du malheureux, il y a eu également du positif, notamment avec l'affluence dans les gares routières. C'est annuellement ainsi. La communauté baoulée, la diaspora baoulée, en dehors des zones du V baoulé, c'est massivement déporté vers leur région d'origine. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez pu constater? Vous êtes un homme de terrain durant ces quelques jours-là. Malheureusement, tous nos constats qu'on a pu faire ont été fortement dominés et influencés par cette lourde perte qu'on a enregistrée, c'est-à-dire 13 décès déjà. Et c'est vraiment énorme, c'est pénible. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, nous sommes vraiment gênés sur ce plateau-là par cette perte-là. 13 enfants, c'est l'avenir du pays qui est vraiment touché. Et d'abord, nous adressons nos vives condoléances à toutes les familles éplorées, à toute la communauté de Dabou. Maintenant, avant d'en venir là, il faut noter que la fête des Pâques est d'abord une fête chrétienne, mais elle implique aussi plusieurs enjeux, au plan social, au plan économique et à tous les niveaux. Malheureusement, encore, je vais le dire, tous ces enjeux-là aujourd'hui ont été éludés par cette énorme perte qu'on a enregistrée. Au plan social, d'abord, la fête des Pâques permet de renforcer les liens communautaires entre le peuple baoulé, entre tous les éléments du peuple baoulé, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la diaspora, ceux qui vivent dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire, qui reviennent encore au village pour venir communier avec leurs frères qui y vivent déjà. Donc il y a déjà un enjeu traditionnel et social qui est vraiment bien mis en exergue. Au plan économique, la fête des Pâques permet de raviver, de renforcer le commerce, le business, les activités de plusieurs commerçants à tous les niveaux au plan national. D'abord, au plan national, c'est au niveau du transport. On sent une certaine convergence dans la direction des autres localités vers le V baoulé. Donc ce mouvement-là a favorisé un instant à ancrer, à actualiser, je sais pas, à augmenter le commerce de plusieurs partenaires au niveau du transport, au niveau des activités. Et toujours au niveau économique, dans le V baoulé, on a senti une certaine dynamique économique qui vivait dans cette période-là au niveau de Yamsoukro, Boaké, Toumoudi, un peu partout. Nous qui avons effectué le voyage ce week-end, on a vu que la ville vivait, la ville bougeait, tout le monde était en branle, le commerce marchait, le transport marchait, toutes les activités étaient vraiment... C'était intéressant, il y avait la fête sur les réseaux sociaux, on a pu sentir... Effectivement, toute la Côte d'Ivoire, en fait, il faut noter que la Côte d'Ivoire est un peuple qui est un peu lié par des alliances interethniques, tout ça. Donc, ces alliances-là ont été mises en branle encore. On a senti les interactions entre les différentes populations qui sont liées par ces alliances coutumières-là. On a vu aussi les spectacles de certains cas qui rentraient dans des villages sous l'acclamation des locaux. C'était intéressant de voir d'autres personnes qui reviennent chez eux pour venir communier, pour venir fêter avec leurs parents. Nous avons vu également un hélicoptère qui a atterri dans un village et qui a attiré l'attention de toute la communauté. C'était intéressant. Dans l'ensemble, la fête des Pâques a été récupérée, on va le dire comme ça, par nos frères baoulés qui l'ont surnommé la Pâques nous et qui crée une certaine attraction chaque année. Et il y a plusieurs enjeux qui rentrent en ligne de compte. Donc je pense que, outre ce malheur, cette lourde perte qu'on a enregistrée, il y a aussi ces enjeux-là que j'ai évoqués qui sont vraiment à prendre en compte. Une réussite culturelle qu'il faut certainement saluer. Jean-Richard Nguesson, on a également enregistré, j'en viens, le décès du pape de François Ier. C'était seulement hier, lundi 21 avril. Tout le monde en a été surpris, d'autant plus que la veille, il a célébré sa dernière messe, il a fait une apparition publique. Il y avait même rencontré le vice-président américain J.D. Vance. Alors personne ne s'attendait à ce que, moins de 24 heures plus tard, il tirerait sa révérence. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle personnellement ? Avec beaucoup de désespoir, parce que l'Église catholique, c'est plus de 1,100 milliard de personnes à travers le monde. Et perdre celui qui incarne cette Église, c'est véritablement une nouvelle assez difficile. Quand on sait que la veille, il avait célébré la fête de Pâques, qui est le fondement même de la foi chrétienne à Rome, et beaucoup voyant ce retour-là une santé reluisante. Fort malheureusement, on a été surpris de voir que quelques heures après, l'homme passait de vie à trépas. Et c'est une décision,
quelque chose d'assez difficile pour les chrétiens catholiques. On espère que dans les prochains jours, on aura, comme l'information nous est donnée, d'entendre ça et là, un nouveau pape. Et justement, à ce niveau, il y a parmi les potentiels papables le cardinal guinéen Robert Sarah, qui est pressenti pour succéder à François Ier. Ah oui, c'est une information qui revient de plus en plus. Est-ce que cela va se faire? On attend de voir. Ça sera le premier pape noir. Non, je pense qu'il y en a eu avant lui. Hein. Il y en a eu avant. Nous permettez juste que vérifier. Allez-y, poursuivez votre développement. Donc, je pense qu'on attend de voir est-ce que cela se fera, est-ce que cela ne se fera pas. On attend de voir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une grosse perte pour l'humanité. C'est un pape réformateur qui aimait les pauvres, qui a sillonné le monde depuis qu'il est pape au début des années 2010-2012. Donc, c'est une grosse perte pour les chrétiens catholiques. Et puis, ce qui est dommage aussi pour ajouter à cette information, c'est la perte de ces jeunes garçons du côté de Dabo. Vous savez que la chrétienté, au niveau des chrétiens, il y a ce qu'on appelle Galilée. Et Galilée, après la Pâque, c'est les chrétiens méthodistes, catholiques ou de bon nombre de courants chrétiens se retrouvent pour fêter la Galilée. Mais malheureusement, ces jeunes garçons sont partis, c'est fort dommage et que les âmes reposent en paix. Juste avant de passer la parole à Soro Djabiga, il faut préciser que Saint Guélaz, qui fut le 49e pape, était de couleur noire. Donc ça ne sera pas une première, c'est vrai que c'est très rare, mais ça ne sera pas une première. Tout de même, c'est un événement qui serait marquant s'il venait à se concrétiser. Robert Sarah pourrait pourquoi pas être le second pape de couleur noire? Oui, c'est une action qui sera salutaire pour l'humanité, mais pour les communautés noires. On va pas être raciste, mais on salue déjà cette action-là. On va continuer de prier pour que le pape guinéen, le prochain pape soit guinéen. Quel enjeu pour que oui, j'en venais. Vous trouviez la nécessité de prier pour cela? Oui, allez-y, édifiez-nous. Il faut reconnaître que le Vatican a une forte influence sur tous les pays du monde entier, parce que le Vatican est une institution qui est très puissante au plan politique. Le Vatican est représenté dans pratiquement tous les pays du monde entier. Et avoir un pape qui est noir, qui est guinéen, la Guinée qui fait proche, qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire, c'est dire que le Vatican aura aussi un regard sur le climat politique en Côte d'Ivoire et peut-être que cela permettra d'apaiser la situation que nous vivons en ce moment. Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a les pays de la... On n'a pas forcément besoin d'avoir un noir à la tête de l'institution. Oui, c'est vrai, le Vatican a toujours joué son rôle. Le Vatican a toujours joué son rôle. Nous avons vu les différentes déclarations des catholiques depuis le début de la crise politique que la Côte d'Ivoire connaît, notamment en 2010. Mais je veux dire que peut-être que cette information ou cette actualité permettra de renforcer encore les actions du Vatican en faveur des pays de la sous-région, puisque le premier responsable est issu de la sous-région. L'AES est fortement touché, il faut le reconnaître. La Guinée est encore impactée aussi par le coup d'État. Peut-être que les prières, puisqu'il faut reconnaître, il faut le dire, le pape est loin. Peut-être que ces prières aussi seront acceptées par la haute divinité. Alors, pour en venir à notre troisième sujet du jour, aux dettes ivoiriennes, les chiffres de Stanislas Zézé en question. Il avait également, le président de l'agence de notation sous-régionale Bloomfield avait indiqué lors de la conférence Risque Pays la semaine dernière que la Côte d'Ivoire consacrait 84% de ses recettes au remboursement de sa dette publique. Des chiffres qui ont fait jaser et qui font couler beaucoup d'encre et de salive depuis qu'ils ont été sortis. Alors sur cette question, Jean-Richard Nguessan, quel est votre commentaire de ces déclarations de Stanislas Zézé? Vous savez, depuis bien longtemps, la dette ivoirienne suscite énormément de controverses. Ils sont nombreux à estimer que la dette a flambé et cela n'est pas forcément faux, puisque lorsqu'on regarde les chiffres, en 2019, la dette est passée de 38,4% du PIB à 58,1%, soit une augmentation de plus de 20% en 4 ans, ce qui est énorme. Et ce qui est dommage avec la dette ivoirienne, c'est que c'est une dette majoritairement externe, c'est-à-dire elle se lève à plus de 62%, la dette externe. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que la dette interne, bien de partenaires ou bien de PME ne sont pas forcément payés à temps. Et ce qui fragilise, quoi qu'on dise, le tissu économique ivoirien.
Et la dette étant estimée à 32 000 milliards de francs CFA. Mais ce qui est quand même rassurant, il y a la ministre Kabaniale, qui est la ministre de l'économie. Elle a estimé il y a quelques mois que la dette reste modérée. En tant que spécialiste, 62% de notre PIB, ce qui répond aux normes communautaires en termes de ratio PIB-endettement. Elle estime que au-delà de 70%, c'est alarmant. Et la Côte d'Ivoire serait en deçà des 70%. Donc la dette pour elle reste modérée. Mais bien d'économistes fustigent la dette ivoirienne. Ce qu'il faut retenir, moi je pense, aujourd'hui économiquement, ce qui nous est donné de voir est plus ou moins rassurant. En termes d'infrastructure, en termes de bilan positif du président Alassane Ouattara, on attend véritablement de voir ce que les autres proposent concernant la dette. Une chose est de critiquer, mais une chose est de faire également des propositions. Soro Djabiga. Vous savez, la question de l'endettement est cruciale car elle touche à la souveraineté économique de la Côte d'Ivoire. Elle touche à notre capacité à pouvoir investir sur l'avenir. Elle touche également à la qualité de vie des populations. L'endettement n'est pas une mauvaise chose en soi, mais tout dépend de comment l'endettement est géré, pourquoi il est géré et avec quelle transparence l'endettement est géré. Vous voyez, fin 2024, l'endettement était estimé à 57% du PIB. J'ai dit fin 2024. Ça, c'est des chiffres qui ont été consolidés. Nous sommes en 2025. Voilà. Fin 2024, l'endettement était estimé à 57% du PIB, contre 38% en 2012. Et en termes de valeur, on parle de 25 000 milliards. Je me base toujours sur fin 2024, début 2025. Pour 2024, les chiffres étaient, la projection établie était de 32 000 milliards de francs CFA. Justement. Donc en termes de valeur, on parle de 25 000 milliards. Et la dette de Côte d'Ivoire se compose de 60% de dettes extérieures et 40% de dettes intérieures. Et les principaux bailleurs, les principaux créanciers sont la Banque mondiale, la BAD, le FMI et les marchés financiers qu'on appelle régulièrement les eurobonds. Maintenant, à quoi servent les dettes? Je pense que les questions reviennent à chaque fois. À quoi servent la dette? La dette permet de financer le plan national de développement qu'on appelle le PND. La dette aussi permet de financer les grands travaux d'infrastructure tels que les ponts, les routes, l'école, la santé et autres. La dette également permet de financer les dépenses liées au fonctionnement de l'État, et les salaires, les charges fixes, et c'est ce qui est dangereux. Parce que si la dette permet de payer les salaires, c'est qu'on est en train de compromettre l'avenir. Et il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, cela pose aussi la problématique de la dépendance financière et du surendettement. Parce que le remboursement des dettes absorbe une grande partie du budget de la Côte d'Ivoire, soit 25% des recettes fiscales. Vous voyez, et cette année, on a eu à l'annoncer à plusieurs reprises, la Côte d'Ivoire recourt de façon récurrente à l'eurobond. Alors que l'eurobond, c'est un peu dangereux parce que aux émissions obligataires, c'est un peu dangereux parce que quand il s'agit des prêts traditionnels qu'on contractait auprès de la Banque mondiale, de la BAD et autres, les taux d'intérêt n'étaient pas trop élevés. Mais quand c'est des émissions sur les marchés financiers, c'est un peu élevé et c'est très contraignant. Ça absorbe une grande partie de notre économie. Très bien. Alors nous avons l'avis de deux experts, Jean-Marc Kwame, qui est expert en politique publique, qui est aussi un spécialiste de la question de l'endettement, et également le docteur Boyer Roméo, qui est chercheur au CIRES. Tous les deux, on va les écouter de façon linéaire. Chacun va donner son point de vue sur la question, chacun y a fait son analyse, et on va revenir justement à partir des éléments qu'ils auront avancés pour nous permettre de comprendre. On va décrypter ce qu'ils auront dit en quelques minutes. Il faudrait comprendre déjà que dans le budget, les recettes fiscales sont une composante du budget en termes de ressources budgétaires, de recettes budgétaires, parce que nous avons les recettes fiscales, les recettes non fiscales et nous avons les emprunts. Donc les recettes fiscales contribuent à peu près à plus de 60% des recettes budgétaires. S'en suivent les recettes non fiscales qui sont composées des dons et des programmes, et ensuite les emprunts budgétaires. Effectivement, quand nous prenons les recettes fiscales qui avoisinent à peu près pour le budget 2025 à 7 000 milliards, elles vont rembourser à 84%, à un peu plus de 84%, certaines dettes. En réalité, elles vont rembourser les charges de la dette,
Les charges de la dette, ce sont les intérêts que nous payons chaque année, mais elles viennent rembourser surtout du principal. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une dette, il y a le principal, donc c'est une partie du stock véritable qu'on paye, et donc qui est arrivé à échéance. Donc il y a un principal qui est arrivé à échéance, tant au niveau de la dette extérieure et la dette intérieure, qu'on va rembourser. Voilà. Donc pour 2025, on a deux niveaux de dette. On a un principal qu'on rembourse et des intérêts que nous remboursons. Si nous restons sur les intérêts là, les intérêts pour cette année, c'était à peu près 1500 milliards. Mais voilà, donc il y a un effet de principal à hauteur de 4 milliards que nous remboursons, ce pourquoi nous atteignons les 84% de dette, de 84% de nos recettes fiscales qui vont entrer dans le remboursement de la dette. Voilà, sinon en 2026, il n'y aura pas de remboursement de principal de dette. Voilà, donc ça c'est déjà un propos à nuancer. Et est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens? Non, on ne dira pas ça, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans le budget, nous avons des recettes fiscales, des recettes non fiscales et des emprunts. Comme tout pays sans dette. Voilà, tout pays sans dette. Donc nous pouvons travailler avec les emprunts et aujourd'hui notre signature est bien vue par les investisseurs internationaux. La preuve en est, nous avons pu faire une mobilisation de ressources en monnaie locale, ce qui est une première dans l'écosystème, voilà, financier. Donc c'est à saluer et il faut dire que le véritable problème sera surtout d'élargir cette assiette fiscale, assiette imposable là, en travaillant surtout sur le secteur informel pour intégrer un peu plus d'acteurs. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Nous avons pris des emprunts à des périodes antérieures. Ces emprunts sont arrivés à échéance. Nous sommes en train de rembourser. Nous avons une bonne signature. Nous remboursons nos dettes. Donc, il n'y a pas trop de mal à se faire par rapport à cela. Vous avez l'État a ses ressources qu'on appelle les recettes fiscales, si on ne compte pas sur les dons et autres, tout ça. Donc, principalement, les recettes de l'État sont basées sur les recettes fiscales. Et donc, si l'État utilise la quasi-totalité de ces ressources-là pour ne serait-ce que rembourser la dette, ça signifiera deux choses. Vous allez avoir le fait que les investissements publics vont baisser drastiquement. Et partant de là avec, comment on appelle ça, les investissements pro-pauvres aussi. Donc, cela aura un impact sur les populations et en même temps sur les entreprises qui sont créatrices de revenus. Parce que l'État a pour vocation d'investir dans les investissements qu'on appelle publics, mais qui exercent des externalités positives sur les activités des agences économiques telles que les entrepreneurs. Et donc, cela va amener ces investissements-là et donc baisser drastiquement les externalités positives que l'État pourrait donc exercer sur les activités de ces entreprises-là. Et donc, la population va impacter, ça veut dire il aura un impact aussi sur la population parce que vous serez essoufflé dans la construction, disons, des centres de santé, même si vous arrivez à construire certains centres de santé, mais la qualité ne sera pas au rendez-vous. Et après, en fin de compte, l'État va vouloir réajuster ou, si vous voulez, stabiliser cet aspect-là en augmentant les impôts, en créant d'autres impôts. Vous voyez? Donc, cela va créer, comment on appelle, une augmentation des prix des denrées sur le marché. C'est-à-dire, si vous augmentez les taux d'imposition, cela aura une répercussion sur les populations parce que l'agent économique final qui paye les impôts, c'est le consommateur dans la réalité. Voilà. Tout ce que vous mettez sur les entreprises, l'entreprise répercute cela sur les consommateurs ou sur les travailleurs ou sur les détenteurs de capitaux. Deux avis d'experts qui chacun avance ses argumentations de façon très technique. Jean-Richard Nguessan, Jean-Marc Kwame qui se montrent plutôt optimistes quant à la résilience de notre économie nationale. Par contre, le docteur Roméo Boyer qui marque une certaine crainte, anxiété vis-à-vis des perspectives qui
selon lui, semble plus ou moins assombrissante pour notre économie quand on sait que la dette telle que payée laisse très peu de marge aux investissements publics et surtout menace certainement le coût de la vie des populations. Vous, à votre avis, quand vous écoutez ces deux argumentations, où est-ce que vous vous orientez en tant que citoyen ivoirien? Est-ce que, comme Jean-Marc Kwame, vous estimez que non, mais c'est rassurant, la Côte d'Ivoire tient bon, on a une économie qui est solide et qui est résiliente, ou bien vous vous dites, mais peut-être que fiscalement, il peut avoir des incidences assez fortes sur les populations? Lorsque moi j'écoute les deux experts, notamment Jean-Marc Kwame et le docteur Roméo, je me dis qu'il n'y a pas péril à la demeure et qu'il n'y a rien d'alarmant. À quoi sert l'argent emprunté? C'est la question qu'il faut poser. Et Jean-Marc Kwame estimait qu'aujourd'hui, il y a des infrastructures, il y a un développement qui est perceptible au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Dr Roméo a plus ou moins des réserves quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire, mais comme j'ai abordé l'avis de la ministre à l'instant Kabaniale, elle disait que la dette est modérée et qu'il n'y a pas péril à la demeure, et bien d'experts le disent. C'est vrai que la dette a bondi depuis quelques années, mais il n'y a pas péril à la demeure. Moi, c'est ce que je retiens en tant que citoyen lambda. À l'écoute de nos deux experts qui se sont prononcés, chacun à partir de son angle d'appréciation, quelle est votre lecture en tant que citoyen ivoirien d'abord de la situation que nous vivons? J'ai écouté les deux intervenants et j'ai beaucoup apprécié l'intervention du docteur Roméo Boye qui a, entre griffes, tiré la sonnette d'alarme parce qu'à cette allure-là, la Côte d'Ivoire va vers une catastrophe économique parce qu'en 10 ans, le niveau d'endettement a doublé. Mais nous sommes encore largement ça. Oui, on s'est fixé, l'UEMOA a fixé un seuil de 70%. Ce qui veut dire que notre économie est loin d'être en danger. Nous sommes encore en dessous. Mais il y a un problème qui existe. C'est que, est-ce que les Ivoiriens aujourd'hui ressentent les avantages de cet endettement-là sur les modes de vie, sur les situations de vie. Il y a ce problème-là qui est là. Et quand c'est comme ça, ça crée une crise de confiance et ça crée un fossé entre les populations et le dirigeant. Voilà pourquoi il faut faire attention à bien gérer l'endettement. Il faut faire attention aussi à consolider une bonne marge budgétaire pour le financement de tout ce qui concerne la société, la vie sociale des populations, la santé et l'éducation, tout ça. Donc quand il dit que la situation est un peu gênante, moi je salue ce qu'il dit parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas se fixer sur cette marge de 70% là. Donc je dis toujours que les grands chiffres macroéconomiques ne se reflètent pas dans le panier de la ménagère, ne se reflètent pas dans la situation de vie. Que les Ivoiriens en subissent les contre-coups avec l'augmentation des impôts. On va conclure avec un sujet politique pour parler du séjour à Abidjan de l'émissaire des Nations Unies, en l'occurrence Leandro Simao, qui en est le secrétaire général adjoint, qui était venu en Côte d'Ivoire donc 17 au 19 avril dernier en mission de médiation où il a rencontré l'ensemble de la classe politique ivoirienne, que ce soit le pouvoir ou l'opposition. Il a recueilli les craintes de chaque parti, il a aussi recueilli des suggestions en vue d'aller vers des élections apaisées en octobre 2025. Jean-Richard Nguessan, pardon, c'est pas Jean-Marc Kwame. Quelles sont vos impressions après ce séjour-là? Qu'est-ce que vous retenez en tant qu'Ivoirien, surtout en tant qu'observateur de la vie politique ivoirienne? Moi, je pense que c'est une belle approche, une très belle approche. On sait que l'ONU connaît très bien la Côte d'Ivoire. Elle y est restée pendant de nombreuses années. Elle a participé aux élections de 2010. Aujourd'hui, les positions se crispent. Au regard de ce qu'on voit et on entend, il était important pour les Nations Unies de venir en Côte d'Ivoire, écouter les différentes parties, s'enquérir des préoccupations des uns et des autres. Je pense que c'est une belle initiative. On attend véritablement de voir ce qui va sortir de ces différentes rencontres parce que c'est vrai, il est parti il y a cela quelques jours. Ce qu'il nous a donné d'entendre est rassurant. Il a dit que les choses se passaient très bien. Mais ce que nous entendons de part et d'autre n'est pas toujours rassurant. On espère qu'il est dans le secret des dieux puisqu'il a rencontré le chef de l'État, il a rencontré les partis politiques, il a rencontré la commission électorale qui cristallise les attentions, qui cristallise l'actualité. On espère véritablement qu'au sorti de ces différentes discussions avec les parties prenantes, ils sauront
pourquoi pas ramener les uns et les autres à la table des négociations afin que les prochaines élections soient des élections apaisées. Soro Djabega, est-ce que, comme le rappelle Jean-Richard Nguessan, Léandro Simao et avec lui les Nations Unies en tant qu'institution ont le droit d'être optimistes? Oui, nous avons tous le droit d'être optimistes à l'instar de la communauté internationale. Et cette visite est salutaire, dans ce sens que nous avons enregistré aujourd'hui une actualité, une décision qui est profondément dangereuse, qui est la radiation de Tidjane Thiam sur la liste électorale. Et je pense que nous avons régressé. Malheureusement, quelques jours, quelques semaines en arrière, l'opposition, notamment le PDCI, réclamait l'audit du fichier électoral et tout. Mais là, en plus de ces points de revendication-là, il y a maintenant la réintégration de Tidjane Thiam, de Laurent Gbagbo et autres sur la liste électorale. C'est dit que nous avons régressé. Et l'ONU, dans son rôle de régulateur, pourrait faciliter les choses et nous éviter une autre crise. Parce qu'on le dit toujours, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est cette même situation qui nous a plongé dans la crise de 2010 et de la crise post-électorale de 2011. Et nous ne voulons pas revivre cela. Je pense que l'ONU doit jouer un rôle bienveillant en anticipant sur cette situation parce que l'ONU est au fait de la situation politique de la Côte d'Ivoire. L'ONU maîtrise la situation parce qu'elle a longtemps siégé en Côte d'Ivoire. L'ONU a pris une part active dans la crise et je pense que cette situation est salutaire. La visite du représentant du secrétaire général est salutaire. Mais la difficulté qu'a l'ONU aujourd'hui, permettez-moi, Adji, c'est que l'ONU ne peut pas contraindre les partis en présence. Il y a de cela quelques années, l'ONU avait pouvoir de décision en quelque sorte, elle était partie prenante du processus électoral, mais force est de constater aujourd'hui que malheureusement, l'ONU n'a pas de moyens de pression sur le pouvoir. Ce que l'ONU peut faire, c'est d'inviter les partis à la négociation. Il y a de cela quelques années, l'ONU était partie prenante dans le processus électoral. Elle était présente avec des forces, elle était au cœur du système, mais aujourd'hui, notamment la certification. Avec la certification des élections, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y en a un qui n'est pas du tout de l'avis de Soro Djabega. Il s'agit de Guillaume Bateau, directeur du quotidien Liberté, qu'on a interrogé et qui estime que il n'y a pas péril en la demeure, bien au contraire. Les Nations Unies, justement, comme l'indique Jean-Richard à l'instant, n'ont pas vocation à imposer quoi que ce soit aux Ivoiriens, ni à influer sur les décisions de l'appareil judiciaire ivoirien. Dans le même temps, au PDC RDA, Maxime Aka, qui est vice-président du parti octogénaire, non plutôt septuagénaire, puisqu'ils sont encore dans les 70 ans, estime que la venue de Léandro Simao sur les bords de la lagune Ébrié augure certainement d'une décrispation, peut-être avec en vue enfin le dialogue tant réclamé par l'opposition. On va les écouter de façon successive et bien sûr on aura l'occasion de revenir sur leurs différents propos. Les Nations Unies, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la CEDEAO, ou même l'UEMOA, ou parfois l'Union européenne, toutes ces institutions qui sont partenaires avec la Côte d'Ivoire, ou les pays comme la Côte d'Ivoire, font généralement des missions d'évaluation pour apprécier le processus électoral, parce que nous sommes en année électorale. Ce n'est pas nouveau, et je crois que vous avez suivi la tonalité des prises de parole du représentant de l'ONU. Il s'agit donc de faire le point avec les autorités ivoiriennes, avec toutes les parties prenantes, pour voir comment l'ONU, avec ses mécanismes, peut accompagner notamment le processus électoral en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il n'y aura pas grand-chose en dehors de cela. Ce sont des visites régulières qui vont se multiplier au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date de l'élection présidentielle octobre 2025. Bon, moi, quand vous parlez d'inclusivité, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais s'il s'agit de faire inscrire les noms de président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro notamment, je crois que cela ne relève pas de la compétence de l'ONU, mais bien de la compétence des institutions ivoiriennes. Et je ne crois pas que ce soit le travail de l'ONU de demander dans chaque pays qui sera candidat ou pas. Il y a un conseil constitutionnel. Les gens font une erreur d'appréciation en comparant la situation 2025 à celle de 2010. En 2010, nous étions en pleine crise. L'ONU était déployée en Côte d'Ivoire. Il y avait un certificateur des élections, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je pense que l'inclusivité, peut-être, donner son opinion, mais je ne crois pas que l'ONU puisse
contraindre les autorités ivoiriennes, les institutions ivoiriennes. Je pense que l'ONU vient pour, en prélude aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire, avec les germes d'un conflit qui se mettent progressivement en place. Je pense que l'ONU vient pour anticiper et demander aux acteurs politiques de faire en sorte que l'élection soit inclusive, apaisée, transparente et que tout se passe dans les meilleures conditions. Parce qu'il faut rappeler que l'avènement du président Ouattara au pouvoir, l'ONU a contribué efficacement à son élection en Côte d'Ivoire par rapport à la crise de 2010. Et donc, avec l'argent des contribuables du monde entier, américains, français, tout ça, l'ONU a dépensé beaucoup d'argent pour que les élections se passent dans les meilleures conditions en 2010. Et donc, ils sont conscients qu'ils doivent tout faire pour que ces élections de 2025 là, puissent se passer dans les meilleures conditions. Je pense que c'est l'intérêt de l'arrivée du représentant de l'ONU. Nous, au niveau du PDCI, nous avons souhaité le dialogue politique. C'est-à-dire que les acteurs politiques ivoiriens devaient pouvoir se parler. Mais comme nous, au PDCI, on exprime ce besoin et que le pouvoir en place ne semble pas entendre notre message, je pense que l'arrivée aussi du représentant de l'ONU, pour nous, nous permet de pouvoir nous asseoir autour d'une même table pour échanger, pour discuter. Parce que même si nous décidions d'aller au combat, à la fin, on sera obligé de s'asseoir pour faire la paix. Donc pourquoi ne pas commencer par le plus facile? Parce qu'après la bagarre, on sera obligé de s'asseoir pour discuter. Donc nous pensons qu'on devait pouvoir commencer par la voie la plus facile qui pourrait permettre à tout le monde d'exprimer ses sentiments, ses suggestions, ses observations, pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Jean-Richard, il n'y a pas de mystère à se faire. L'opposition en attend beaucoup de cette démarche que viennent d'entreprendre les Nations Unies. Est-ce qu'un compromis est possible? C'est vrai que nous sommes quasiment au terme du temps qui nous est imparti, mais est-ce qu'un compromis est possible grâce à cet engagement que commencent à manifester les Nations Unies? Ah oui, moi je pense qu'aujourd'hui l'ONU a une responsabilité vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Le vice-président du PDC RDA l'évoquait à l'instant, l'ONU a tellement milité pour la paix en Côte d'Ivoire, elle a contribué pour les élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec les positions, avec la crispation qu'il y a sur l'échiquier politique, elle a une responsabilité vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, c'est de faire asseoir les différentes parties et pour qu'on aille à des élections paisibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'opposition attend beaucoup de cette visite des Nations Unies. J'espère aussi que du côté du pouvoir, ils vont profiter de cette visite pour saisir la main de l'opposition qui appelle de tous ses voeux à un dialogue politique. Soro Djabiga, vous êtes le dernier intervenant de cette émission. Est-ce qu'il y a possibilité qu'une décrispation voit le jour dans les mois à venir? En principe, la décrispation ne devait pas venir de l'action ou des pressions exercées par l'ONU. Je le dis toujours, la bonne tenue d'une élection transparente et démocratique dépend d'abord de l'attitude citoyenne des populations, dépend de la crédibilité de l'instance qui organise l'élection. Mais si on doit attendre que l'ONU vienne contraindre les uns et les autres à respecter les règles ou à revenir sur la table des discussions pour pouvoir préserver la paix, ça veut dire qu'on n'a pas tiré de leçons de ce que nous avons vécu en 2010-2011. Et c'est grave parce qu'on a vécu l'une des plus grandes crises en son temps de la sous-région. Et attendre encore qu'un certificateur ou un expert à l'international vienne intervenir. Oui, il ne s'agit pas de certification, juste de médiateur. C'est un peu grave, mais malheureusement, nous sommes résolus à se tourner vers l'ONU et j'ai un peu remarqué que les postes sont un peu inversés maintenant. En 2010, c'était le pouvoir en place qui campait sur son camp et qui discutait les décisions de l'ONU. C'était l'opposition qui saluait les actions de l'ONU. En 2025, c'est l'opposition, cette fois-ci, qui salue les actions de l'ONU et inversement... Le pouvoir ne s'est pas encore prononcé
contre la démarche entreprise par l'ONU. En 2020, on a quand même entendu le président de la République revendiquer la souveraineté du pays et dit que personne ne va venir nous imposer quelque chose. Donc ça traduit un peu, ça corrobore. En 2020-2025, 5 années sont écoulées. Peut-être qu'il y aura une évolution d'ici quelques mois. Je veux dire quand même que l'ONU dispose de plusieurs marges pour pouvoir, pas contraindre, mais amener les uns et les autres à revenir sur la table de discussion. Les actions de l'ONU se font de façon progressive. Voilà. Et pour le moment, nous sommes à l'étape des négociations. L'ONU approche tout le monde, écoute tout le monde et discute peu à peu. Mais si les choses n'évoluent pas et que l'ONU vient à prendre des décisions, des sanctions vont s'appliquer contre une partie et on va sentir les pressions augmenter. Donc je pense que cela peut influencer quand même les uns et les autres à revenir sur de bonnes positions. Soro Djabiga, merci. Jean-Richard Nguesson, merci. Merci également à vous qui nous avez suivis et qui nous suivrez pour les jours à venir encore. L'Intelligent Club de ce mardi 22 avril s'est terminé. Je rappelle que vous avez la possibilité, comme certains le font déjà, de nous envoyer des messages au numéro WhatsApp qui s'affiche sur votre écran. D'ici à là, on va se dire au revoir et portez-vous bien. On se retrouve demain pour encore décrypter l'actualité dans ses points les plus chauds. Et bien sûr, attendez-vous à ce que ce soit très croustillant comme d'ordinaire, n'est-ce pas? Merci, au revoir.